Les rebelles syriens ont fait usage du gaz sarin. Cette affirmation de Carla Del Ponte a eu l'effet d'une petite bombe ce matin. Nous avons joint d'ailleurs ce matin Carla Del Ponte, la Tessinoise, indique qu'elle ne s'exprimera plus avant les résultats de l'enquête de la Commission sur la Syrie. Ces résultats devraient être dévoilés lors de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève à partir du 27 mai. Mais l'utilisation du gaz sarin par les rebelles syriens est-elle plausible? Nous avons posé la question à Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la revue Militaire Suisse. Sa réponse. Plausible, oui, parce que le gaz sarin, c'est en fait un toxique de combat qui est assez répandu, surtout dans cette région du monde, et qui est assez simple à utiliser. En fait, on peut l'utiliser sous la forme de projectiles d'artillerie, et comme dans la plupart de ces pays, disons, arabes, anciennement utilisant les doctrines soviétiques, ce type de munition est malheureusement répandu un petit peu partout. Et comment se fournir en gaz sarin sur place dans un contexte aussi difficile et bouleversé? Alors, encore une fois, il faut dire qu'il y a des stocks absolument gigantesques et que, disons, pendant ces dernières décennies de guerre, ces stocks ont été disséminés, répartis pour éviter qu'ils puissent être anéantis en une seule fois par une frappe, par exemple, israélienne ou américaine. Donc, on peut imaginer effectivement qu'il y a une décentralisation de ces stocks et qu'il est malheureusement assez facile de se procurer ces armes. Mais quel serait l'objectif des rebelles en utilisant le gaz sarin qui est condamné unanimement par la communauté internationale? Oui, condamné unanimement, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des interdictions de son utilisation, mais pour faire simple, l'utilisation militaire de ce toxique de combat est pratiquement nulle. L'efficacité militaire est pratiquement inexistante. Par contre, il est très clair qu'on essaye de manifester ici un message politique pour une régionalisation du conflit et pour une intervention extérieure. Israël a frappé 2 fois la Syrie ce week-end. Si le conflit venait à dégénérer entre les deux voisins, Damas peut-elle faire face ? Peut-elle faire face? Alors il faut se poser la question, quels sont les motifs d'une intervention israélienne? Il y a bien sûr la volonté peut-être de neutraliser ce type d'armes, mais enfin on risque de frapper un petit peu à l'aveugle et de causer plus de dégâts qu'autre chose. Moi je dirais que des raids israéliens sont envisageables surtout sous la forme d'une guerre électronique, d'une cyberguerre si vous voulez, éventuellement sous la forme d'une guerre aérienne avec des frappes. L'armée israélienne est tout à fait capable d'exécuter ce type de mission. Une intervention terrestre est peu envisageable. Elle aurait d'ailleurs des objectifs assez peu clairs et peu de résultats. Je pense que malheureusement le risque le plus grand maintenant qu'Israël s'investit dans ce conflit et que le conflit se régionalise, c'est véritablement de créer un précédent qui n'est pas sans rappeler malheureusement la crise de Suez en 1956, qui est en fait le prétexte d'une intervention internationale. Et là, les États-Unis, quelle position de la part de Barack Obama qui affirme ne pas avoir été mis au courant de ce raid israélien d'ailleurs? Bon, on peut affirmer beaucoup de choses. Ce qui est clair, c'est qu'Israël a toujours fermement menacé, disons, ses voisins et les différents pays dans la région s'ils franchissaient ces seuils, comme l'ont fait d'ailleurs les Américains. Donc, je pense que ce type de raid n'est pas forcément une surprise. Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la revue Militaire Suisse. Jacob Berger, bonjour. Bonjour. Vous nous accompagnez tout au long de ce journal de ce lundi 6 mai. Quel regard portez-vous sur cette actualité syrienne? Vous savez, moi, je suis cinéaste, mais j'interviens au journal télévisé le vendredi soir sur la télévision suisse sur l'actualité. Du coup, je porte aussi un regard un peu sur la façon dont l'actualité devient de plus en plus quelque part cinématographique ou scénarisée. Et là, dans cette histoire, ce qui me frappe, c'est que l'Europe et les États-Unis disent en amont, voilà, il y a une ligne rouge. Si le pouvoir syrien utilise des armes chimiques, nous interviendrons. Et puis, les armes chimiques sont utilisées, sont employées. Et puis, finalement, on ne sait pas qui a écrit le scénario. Et peut-être que c'est effectivement ceux qui ont tout intérêt à ce que cette intervention américaine ait lieu. Peut-être que ce sont les rebelles qui
prévoit déjà, qui détourne finalement le scénario du réel. Et peut-être même, on peut aller même plus loin. Peut-être que même ça pourrait être dans l'intérêt des Israéliens que l'Europe et que les États-Unis interviennent en Syrie, comme dans une espèce de prémonition de ce qui pourrait se passer plus tard en Iran. Donc en fait, on est dans une espèce de réalité où chacun s'approprie le scénario et le détourne à l'usage de l'opinion publique, c'est-à-dire de nous qui regardons Internet, la télévision et qui réagissons à chaud comme des espèces de spectateurs haletants qui nous indignons de l'horreur. En se disant que est-ce que tout cela va exploser finalement. Oui, puis qu'essayons de choisir, décider quelle est la meilleure posture, parce que finalement, ce qu'on voit en Syrie est tellement abominable, mais on se rend bien compte, on a tous quand même conscience que à chaque fois qu'on tente quelque chose, ça peut devenir encore plus abominable. On a bien vu avec la Libye, l'Égypte, l'Irak, que en fait, en intervenant quelque part, le désastre souvent est encore plus énorme qu'avant, quoi.